Regardez ce que dit Rashi. Atem reitem asher asiti le Mitzraïm. Que signifie vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Et regardez un petit peu comment nos maîtres expliquent. Al kama averot ayu chayavim li kodem shenizdakvu lachem. Dites-moi, mes enfants, par l'intermédiaire de Moshe, combien de fautes avait déjà fait cette civilisation avant qu'elle ne se marie avec vous? J'ai traduit mot à mot, nizdakvu. Je fais exprès de traduire mot à mot pour choquer, pour montrer que ici Rashi cache un secret incroyable. Comment qu'on dit un mariage en hébreu? Zivug. Comment qu'on dit se marier? Leizdaveg. Donc, chez Nizdagvu lachem. Combien de fautes avait-il déjà fait avant de se marier avec vous? Velo nifrati lahem. Et je ne leur ai jamais fait payer tout le mal qu'ils avaient fait. Et là, yedchem, seulement lorsqu'ils se sont mariés avec vous. La véritable raison pour laquelle l'Égypte a été détruite à l'époque de la sortie d'Égypte, ce n'est pas tant à cause de l'oppression, bien que l'oppression peut être une cause de destruction de civilisation dans l'histoire, etc. Mais c'est essentiellement parce que Nizdagvu lachem, parce qu'ils ont voulu se marier avec vous. Qu'est-ce que cela peut signifier? Alors, cela signifie quelque chose d'absolument incroyable. Quand Pharaon a voulu oppresser Israël, il a lui-même révélé d'une certaine manière quel était le sens profond de cette oppression. Il dit à son peuple, vous jeterez tous les mâles à l'eau et vous ferez vivre les filles. Alors, comme il s'agit évidemment d'un verset de la Torah, et que chaque lettre est comptabilisée, et qu'il n'y a pas un espace entre deux lettres qui est là pour rien, à plus forte raison une lettre, à plus forte raison un mot, à plus forte raison un verset, nos maîtres posent la question, à partir du moment où l'ordre est de jeter les enfants mâles à l'eau, il est évident donc que les filles vont vivre. Pourquoi avoir besoin dans un verset de le dire? Et donc nos maîtres expliquent que l'intention était, vous le savez, était à un premier niveau, explication technique, de mettre en évidence que ce n'est pas la disparition d'Israël qui l'intéresse, bien au contraire, mais c'est la féminisation d'Israël qu'il cherche. Ça veut dire utiliser Israël comme femme. Rashi, Nizdagvu. Nos maîtres vont beaucoup plus loin. C'est pas seulement le problème physique, c'est-à-dire le corps physique disparaît, le mâle, et le corps féminin reste, la fille. Il y avait une intention beaucoup plus profonde. Et je répète ce que je dis, de féminiser Israël, ça veut dire de se servir d'Israël au profit de la civilisation égyptienne, en faire une femme. C'est-à-dire au-delà du corps, que tous ceux qui seront dans cette civilisation deviendront des femmes. Et la preuve, disent nos maîtres, c'est que le décret n'était que sur ceux qui naissaient, mais il y avait déjà des millions qui étaient déjà nés. Alors, pourquoi, s'il ne veut vraiment que la femme physique, pourquoi ne décrète-t-il pas de tuer tous les hommes? Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? On parle de Pharaon il y a 3500 ans. Et Staline a tué 30 millions de personnes en quelques années. Qu'est-ce qui l'empêche lui d'en tuer quelques millions aussi, beaucoup moins que Staline, etc. Donc l'intention n'était pas la disparition physique d'Israël. L'intention était une idéologie. Je veux briser la dimension masculine de ce peuple pour qu'il devienne mon épouse chez Nizdagvu. Parce que qu'est-ce qu'on fait qu'une femme? On l'épouse. Pharaon a compris qu'il va utiliser Israël pour construire l'Égypte. Ce qu'a compris le monde en général et ce qu'ont compris depuis fort longtemps les Américains jusqu'à aujourd'hui, et vont en parler, ça veut dire la pire des folies serait de faire disparaître ce peuple. Car au contraire, on en a besoin pour qu'il devienne notre épouse. C'est lui qui va nous faire des enfants. C'est-à-dire, il va nous faire des enfants, mais c'est le juif en exil qui produit pour la nation d'accueil. Et dans toutes les civilisations et dans toutes les époques, qu'est-ce qu'ont fait les juifs en exil? Ils sont devenus la matrice des peuples, puisqu'ils ont produit pour la civilisation dans laquelle ils se trouvaient. Du bien comme du mal. Un enfant peut bien sortir, peut mal sortir, peu importe. Mais il sort des forces constructives. Cette histoire-là, je m'excuse de faire une digression, on pourrait dire dans le présent, mais cette histoire-là nous montre et nous permet de comprendre, écoutez bien ce que je veux vous dire,
ce que personne ne peut comprendre jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous ouvrir les clés d'une porte qui jusqu'à aujourd'hui est fermée devant le monde entier. Le monde entier, c'est-à-dire nous juifs surtout. Le refus complètement irrationnel qui a dépassé depuis fort longtemps la cruauté gratuite et la barbarie, le refus complètement irrationnel de l'État américain de libérer Jonathan Pollard. Rachi là est la clé de la compréhension. Rappelons très brièvement l'histoire. Jonathan Pollard, un juif américain travaillant pour les services secrets américains, qui finalement a donné des renseignements à Israël. Il était utilisé par Israël, pas tout le temps, mais à un moment dans sa vie. Et quels ont été les renseignements qu'il a donnés à Israël? Des renseignements qui étaient très importants pour la sécurité d'Israël, que les Américains détenaient, et ça les Américains ne nient pas que c'est de ça qu'on parle, puisque c'est dans les dossiers, etc. Et les Américains, alors qu'en tant que pays ami, avaient le devoir de nous transmettre ces renseignements militaires, je crois que c'était lié à la guerre de Kippour, si je ne me trompe pas, ne nous ont pas donné. Lui a vu ça, et lui a senti, enfin a compris que ces renseignements étaient vitaux pour Israël, et les a transmis à Israël. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis à Israël des renseignements vitaux pour un pays ami, en ne mettant pas du tout en danger la sécurité du pays contre lequel il a espionné. Et normalement, les Américains auraient dû d'eux-mêmes donner ces renseignements à Israël. C'est l'histoire officielle telle qu'on peut la taper sur Google et la voir. Avec quelques nuances selon que ce soit un Américain ou moi qui la raconte, mais les faits sont les faits. Cet homme-là est l'espion tenu en prison le plus longtemps de toute l'histoire américaine. Aucun espion n'a été aussi longtemps que lui, et apparemment ils ne sont pas prêts de le laisser partir, n'a été aussi longtemps détenu aux États-Unis. Même des espions qui étaient des agents doubles à l'époque de la guerre froide, et qui ont, dans leur traîtrise, des espions américains agents doubles au service du Kremlin, qui ont causé l'arrestation et la liquidation de dizaines d'agents américains aux États-Unis, en Russie. Donc, des gens qui ont fait des crapuleries, qui ont causé des vies et qui ont mis en danger les intérêts et la sécurité des États-Unis, ont fait 15 ans, 20 ans de prison. Jonathan, il y en a combien déjà maintenant? 27. Jamais aucun espion américain n'a dépassé les 20-21 ans, alors que même ça, et les pires espions, alors qu'ils ils œuvraient contre la sécurité du pays. Donc tout le monde s'étonne, tous les présidents israéliens se sont mis à genoux, ont supplié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme courbette pour demander la libération de Jonathan? Jusqu'à aujourd'hui, pas de libération. Quel est le fond de cette histoire? Mais le fond de cette histoire est marqué dans Rachi. On peut dire, je ne dis pas des États-Unis, je ne parle pas des Américains. On peut dire, comment on va dire, l'État américain est l'expression la plus parfaite de la civilisation pharaonique telle que la Torah nous l'explique. C'est-à-dire, nous ne vous acceptons que comme matrice à produire. Si vous vous dérogez de cette fonction qu'on vous a donnée, à ce moment-là, notre réaction sera sans limite. Dans la mesure où Jonathan a dérogé à la seule et unique raison d'être aux yeux de l'Américain, conscient ou non, je dis, a dérogé à la seule et unique raison d'être du judaïsme américain en Amérique. Vous n'êtes là que pour nous construire. On a besoin de vos cerveaux, de votre savoir-faire, etc. On a besoin de vous, numéro 1 de la NASA, numéro 1 de ci, numéro 1 de ça, etc. On a besoin de vous partout. D'accord? Jusqu'au conseiller, le bras droit aujourd'hui de Obama, et d'hier et d'avant-hier, et de pratiquement tous les présidents des États-Unis. On a besoin de vous uniquement comme matrice féminine. Vous vous dérogez à ça, vous osez montrer que votre vrai mari est ailleurs. C'est le pire crime qu'un juif puisse commettre. Que toute la raison d'être, tout ce qu'on vous permet, la religion, la liberté, tout ce qu'on vous permet d'accéder aux postes les plus hauts de l'État et du pays, à condition que vous soyez notre matrice pour que l'on reçoive de vous vos enfants. C'est pour ça qu'il nous a envoyé un ambassadeur juif. Mais évidemment. Soumis à ce Et c'est pour ça que Obama fait le CEDER, il l'a refait. C'est pour ça qu'il cherche absolument des conseillers juifs.
C'est pour ça que consciemment ou non, aucune civilisation aura autant poussé les Juifs à être partout qu'aux États-Unis, mais pas parce, comme tous les crétins croient, excusez-moi d'être grossier, voyez cette civilisation comme elle est bonne pour les Juifs, mais c'est tout le contraire qui est vrai. C'est tout le contraire qui est vrai. Il y a dedans, derrière ça, consciemment ou non, et plutôt inconsciemment que consciemment, une idéologie pharaonique, mais du plus haut niveau. Eux, justement, ont compris parfaitement que, surtout, il ne faut pas toucher aux Juifs, il faut simplement les transformer en épouses. Docile, gentil, fais des enfants et tais-toi. Mais je te promets, si tu me fais des enfants, je te couvrirai de diamants. Les États-Unis ont les moyens de couvrir de diamants, entre parenthèses, les Juifs qui se comportent comme des bonnes épouses. Et tous les Juifs rentrent dans ce système-là, tous tombent dans le panneau, on est... Voilà. Maintenant, cette histoire qui dit et qui est vraie, que derrière les coulisses, ceux qui ont poussé peut-être, d'ailleurs le juge qui a condamné Jonathan était un... Juif. Évidemment, ça ne pouvait pas être autre chose. Et l'histoire qui raconte que certains notables, dont on connaît certains noms, je ne citerai pas, sont jusqu'à aujourd'hui derrière le gouvernement pour dire, certains notables juifs, pour dire surtout ne le libérez pas. Pourquoi? Mais parce que eux-mêmes sont la femme docile adultère qui ne veut surtout pas que l'on remette en cause sa trahison. Et Jonathan finalement rappelle à tous les juifs américains que vous êtes quoi? Une femme adultère. Et donc, comme on ne peut pas vivre en présence de sa faute, il faut absolument éliminer Jonathan. Et donc, c'est pas du tout étonnant si c'est un juif américain qui l'a condamné, et c'est pas du tout étonnant si certains notables les mieux placés de la communauté juive sont derrière Obama ou ceux qui l'ont précédé pour dire surtout ne le libérez pas. Pourquoi? Parce que ce Jonathan remet en question toute notre existence aux États-Unis. On est en vérité une femme mariée qui a un autre mari, mais en vérité, on l'a trahi ce mari, la trahison est dans l'autre sens, et finalement, on est tout à fait conscient et volontaire dans cet adultère-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je précise. Évidemment, bien évidemment, que ici, ce que je suis en train de dire ne signifie pas que, comment dirais-je, que ce que Jonathan a fait est légal et juste et ne méritait pas punition. Je n'ai pas dit ça, oui. Parce que quoi qu'il en soit, il est citoyen américain. Ce que j'explique, c'est la réaction irrationnelle. C'est ça ce que j'explique. Et je regrette et j'ai un petit peu honte de devoir dire que, évidemment, il devait être puni, car sauf Kolsov, il est citoyen américain. On lui fait confiance, il travaille dans les endroits les plus secrets des secrets américains. Tu n'as pas le droit de transmettre, même si tu sais que c'est eux qui ont tort et c'est pour sauver un pays ami, tu n'avais pas le droit de le faire. C'est pas ça le sujet ici. Le sujet est, mais pourquoi contre lui une réaction qui n'a pas été celle contre les pires crapules qui ont vécu là-bas et qui ont trahi les États-Unis? L'explication est effectivement irrationnelle dans le sens surnaturel. L'explication s'enracine dans des hauteurs du subconscient humain qui bien sûr passe complètement au-dessus de la propre compréhension de l'Américain lui-même, mais qui montre qu'il y a des mécanismes que la Torah décrit, qui sont les mécanismes clés de l'histoire humaine et surtout qui nous permettent de comprendre la réaction des nations face à nous. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, aussi paradoxale que ce soit, un juif est plus en danger à moyen long terme dans une civilisation pharaonique du style américain que dans une civilisation barbare qui, d'une manière visible, s'attaque à lui. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un esclavage tout à fait inconscient. Mes amis, c'est peut-être ça ce à quoi faisaient allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que l'Égypte était une prison très particulière. Il n'y avait aucun soldat pour y garder les frontières et pour empêcher les esclaves de fuir. Vous savez pourquoi? C'est un midrash explicite. Parce qu'aucun esclave ne pensait fuir. Comment nos maîtres qui ont écrit ça il y a 2000 ans peuvent décrire une situation d'un état totalitaire il y a 3500 ans? Ça ne correspond pas à l'histoire telle qu'on la connaît. À moins que nos maîtres, comme c'est généralement le cas, cachent des prophéties dans leurs enseignements et font allusion au fait que
l'Égypte peut être aussi un système qui apparemment peut être un système où il n'y a pas de garde pour empêcher les gens de rentrer et sortir, parce que ça se présente comme quelque chose de liberté. Mais en vérité, l'esclavage est tellement, tellement profond que finalement tout le monde est enchaîné sans s'en rendre compte. Et quand il y en a un qui prend conscience de cet esclavage mental et qui ose le montrer, à ce moment-là, la réaction est terrible contre lui. Que Dieu fasse, Bezrat Hashem, que Nathan Pollard soit malgré tout libéré le plus tôt possible.